Alors pour les œufs de caille, je pense que je ferai une vidéo à part puisque là, il n'y a pas encore de bêchage, il n'y a pas encore de percée de coquilles. Donc là, on est dimanche matin. Et puis, on verra bien l'évolution. Alors là, vraiment très rapidement, j'ai vu ça. Donc ça m'a l'air d'être quand même de la courgette, malgré tout. Malgré ces petites pattes grimpantes qui ne correspondent pas à de la courgette. Mais bon, peut-être la courgette hybridée, courgette verte, courgette ronde. Puis il y a eu un petit peu d'hybridation avec de la courge, mais bon, si ça donne de la courgette, j'ai bien fait de laisser le pied, on verra bien. En tout cas, il est déjà assez énorme. Et là, en une semaine, les oignons, vraiment, ils ont bien changé de gabarit. Bon, pour tous les autres semis, rien de miraculeux. Alors regardez mon pauvre pied de chou martyr. Ça, c'était un semis spontané. Je le laisse. Vaut mieux que les bestioles s'acharnent sur lui plutôt qu'ils aillent s'attaquer ailleurs. Alors ça, j'en ai pas parlé. C'est mes oignons qui poussent toujours bien. Par contre, mes radis qu'il y avait dedans, ils sont déjà en train de monter en graines. Je sais pas trop ce que je vais faire. Est-ce que je les laisse ou pas? Faut vraiment que je voie si ça gêne pas du tout le développement des oignons. Hop, voilà, donc ça pousse bien, ça suit son cours les oignons, il n'y a pas de souci. Et ici, de l'ail. Ça fait 2 ans et demi qu'ils sont sur place. Il y en avait bien plus que ça, il y avait même de l'échalote. Et ils sont pris une fois la débroussailleuse, une fois la tondeuse. Alors, c'est vraiment des survivants ceux-là, mais les tiges se sont cassées. Je peux pas dire que ça soit à cause des vents d'orage de la semaine dernière, puisque c'était déjà d'avant. Alors, est-ce qu'ils sont en train de tourner au vinaigre, de pourrir, ou bien est-ce qu'ils sont tout simplement en train de passer en phase de récolte et de s'assécher? Bon, normalement... les plantes comme ça cherchent toujours à monter en graines, à se reproduire avant de dépérir, j'imagine. Donc je sais pas. Enfin, je demande à mon père, est-ce que j'attends que les tiges s'assèchent ou je récolte avant? Je sais pas. Bon, après voilà, ça représente pas grand chose. Donc bon, pour le reste, il n'y a rien d'exceptionnel à montrer. Par contre, les groseilles, il y a de quoi faire, hein. Là, les branches, elles tiennent même plus toutes seules avec le poids. Elles sont belles et grosses, hein, quand même. J'avoue, pour comparer un petit peu. Non, elles sont pas mal. Il y a plein de carottes qui sont en train d'essayer de faire une reprise là. Eh ben dis donc, mon maïs, alors je sais, c'est vraiment très rapproché les uns des autres, etc. C'était pour tester. Mais tout le maïs germe bien. Les carottes, alors là, faut que je réarrose. Vraiment, ça germe pas mal à droite à gauche. Et alors, les carottes oxéla aussi. Et ça, je suis bien contente de voir que ça germe. J'éclaircirai un peu plus tard. Je suis bien contente. Regardez les pieds de tomates. Pour la plupart d'entre eux, ça y est, ils ont perdu cette coloration violette. Ils sont quand même en phase de reprise. Ils ont une couleur un peu plus jolie. Alors ceux qui ont encore du mal, c'est les tomates cornues. Je crois que c'est les cornues ici. Parce que les feuilles sont un peu frisottées. Donc elles sont naturellement comme ça, hein, les tomates de ma grand-mère. Et c'est celles qui ont vraiment eu une coloration plus violette et qui peut encore se percevoir. C'est pas encore bien vert, mais ça prend un petit peu. Puis j'ai résolu le mystère de la tête de mes tomates cerises qui se sont faites manger. Bon, celle-ci, elle est en train de reprendre. Et j'ai pris en flagrant délit des petites chenilles blanches. Donc maintenant, je sais ce qui m'a mangé la tête de mes pieds de tomates, mais que les tomates cerises. Mais bon, j'avais vraiment fait attention quand je les avais repiquées, je savais que ça venait pas de moi. Donc bon, j'ai résolu ce mystère. Hein. Ah puis oui, puis mes pommes de terre binch sont en fleurs. C'est la première fois que je mets des binch qui fleurissent violet aussi, comme les El Mundo là-bas. Bon, les binch, c'est quand même assez sensible aux maladies. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Il a le cassis. Alors, ouais, c'est ça que j'avais oublié de dire. Ce pied-là qui est mort, j'ai bien fait de ne pas l'avoir enlevé. Parce que finalement, il m'a fait une repousse de la racine. Bon là, j'ai rajouté des copeaux, on le voit un peu moins, mais on voit que ça part bien de la racine de ce pied-là. J'ai bien fait de l'avoir laissé.
Alors pour les pieds d'artichaut, là, ceux qui me font des colorations violettes, celui-là et celui tout au bout, le feuillage, ça continue à dépérir. Le gros là, ça va. Donc je pense qu'effectivement, il doit y avoir quelque chose qui va pas. Hein. Mais je laisse. Il y a 2 fleurs sur celui-là, une sur celui-là. Enfin, 2 artichauts, enfin 3 en tout qui vont devenir des fleurs. Je les laisse faire leur vie. Puis on verra bien si ça donne des graines, ça fait quelque chose. Mais je vais les laisser tranquilles parce qu'ils sont déjà suffisamment dans le mal comme ça. Et puis là, les tomates de mon père, donc mêlées aux pommes de terre, ça suit toujours son cours. Ils sont quand même pas trop mal ces pieds. Je crois qu'ils vont pas tarder à faire des fleurs, mais ils sont pas encore ouvertes. Ça c'est pommes de terre. Vous voyez. Donc voilà, bon, je suis bien moins en avance que la plupart des jardiniers, mais bon. Écoutez, si ça me donne quelque chose plus que l'année dernière, c'est bien quoi. Dernier petit tour rapide. Bon, les choux-fleurs, ça continue. Ça continue son cours. On commence à me prendre un peu de place, mais bon. Ouais, puis j'avais pas dit, là, c'est des échalotes. Les pois mange-tout, je récolte tous les jours, voire même tous les 2 jours. Là, c'était avant-hier. J'avais récolté. Il y en a déjà d'autres. Et puis, là, vous voyez des grosses cosses. Je laisse faire des graines, là. Donc voilà, bon, les haricots, là, ici, ça va pas tarder à me donner quelque chose. Pas encore, là, c'est les pourpres, ceux-là, j'ai bien l'impression, ouais. Ça va pas tarder à donner quelque chose. Pour l'instant, rien. Sa tomate cerise, ça va pas tarder à faire des fleurs. De toute façon, les tomates cerises, c'est ce qui donnera en premier. Puis là, d'ailleurs, les quelques pieds de tomates, les moins grands que j'avais en trop, je les ai mis là, puis ils ont quand même bien repris, hein. Ils sont bien verts et ils ont quand même bien grossi parce qu'ils étaient tout rikiki. Mes poulets m'en font des belles en ce moment. C'est que avant-hier, j'arrive, 3 poulets perchés au niveau de la porte. 2 au-dessus, il y en avait un des 2, c'était un roux, c'est sûr, et l'autre, je sais plus. Et ma petite chérie, la noire à camail blanc. Donc je disais qu'elle virait au gris foncé, mais non, en fait, c'est les reflets verts sur ses plumes. C'est bien, je pense qu'elle restera noire, avec des beaux reflets verts et toujours donc le camail blanc. Elle était perchée là, la tête tournée vers ici. Je sais même pas comment elle aurait pu faire demi-tour et revenir dans l'enclos. Donc j'étais comme ça, sur la porte, en train d'admirer le jardin. Ça, c'était avant-hier soir. Et hier soir, samedi, mon compagnon me dit, oh, t'avais 2 poulets en train de se balader dans le jardin. Ah, je dis, c'est super. Bon, je ne peux pas laisser comme ça parce que j'avais pas recoupé les plumes de l'aile droite depuis qu'on les avait mis dans l'enclos, qui sont passés du bâtiment à l'enclos, donc forcément ça a bien repoussé. Ça n'a pas repoussé pareil que si c'était des plumes qui n'avaient jamais été coupées, mais bien repoussé, surtout les plumes de bout d'aile qui étaient bien longues et qui, c'est vraiment celles-là qui leur permettent de bien voler. Donc du coup hier, coupage de plumes. C'était un peu galère d'attraper tout le monde, j'espère qu'il n'y a pas eu trop d'oubli. On verra bien. Donc on a fait ça jusqu'à la nuit tombée, hein. On a réussi à faire le tour. Puis après, une fois qu'ils étaient rentrés dans le poulailler, on a pu palper les ailes, voir un peu qui les avait pas encore eu, qui n'avaient pas encore eu droit à la taille. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'ils vont chercher à manger les plumes. Alors, j'essaie de ramasser le plus gros. Alors oui, des poules qui mangent des plumes comme ça peut être dû à des manques de carence. Mais hier, ils essayaient de le faire alors qu'ils venaient de manger une grosse plâtrée d'œufs durs semoule. Alors bon, c'est vraiment parce qu'ils aiment manger n'importe quoi aussi, hein. Allez mes bijoutes. Oui. Allez ma petite. C'est la seule à pas avoir eu les plumes d'ailes coupées, hein, dû à son handicap. Oui, je voulais faire une démonstration. J'ai pas pris la moins peureuse là, hein. Donc vous voyez, bien ratiboisé comme ça. Alors que l'aile normale est comme ça, hein. Allez file. Donc, normalement on n'a oublié personne. Coucou ma choupinette.
J'ai toujours pas trouvé de prénom, donc là c'est une des 3 poulettes que je vais garder. Donc bien sûr, elle c'est Chippy. Hein. Et puis mon coq, j'appelle toujours Chéri, mon petit Chéri. Il s'appellera Chéri, mais comme la cerise en anglais. Donc voilà, je pense que ça restera Chéri pour lui. Et encore ma petite chouchoute noire à camaille blanche, j'ai toujours pas d'idée. Puis donc celle qui vient de se percher sur la porte. Faudra que je trouve. Coucou mon bijou. Tu es beau. Tu es fier. Hein, tu es beau. Dis donc. Tu grandis, hein. Oh oui. Donc j'avais dit il y a quelques semaines qu'ils allaient... Oh ouais. Dis donc. Voilà, il devient... Oh là, une bagarre en direct. C'est toujours les coqs qui s'en prennent aux poules, sont pas très galants. Il commence à faire son coq, lui, hein. Dis donc. Ouais. Tu me fais pas une parade? Ah, une parade quoi? Parce que tu veux me draguer ou tu veux m'attaquer? Après, il devient coq, hein. Faut pas espérer qu'on reste les meilleurs amis, surtout quand je vais commencer à caresser les poules devant lui. Enfin, quand il aura intégré les miss à son cheptel. On sera plus meilleurs copains, je pense. Regardez les pattes énormes de celui-là. Il est énorme. C'est pas lui le plus gros, hein. Plus gros, c'est lui qui grimpe sur tout le monde, là. Quand on l'a porté hier, mon compagnon fait « Ah non, il est lourd, il a des pattes énormes. » Il en avait presque peur. Déjà, pour l'attraper, ça a été un des pires. Il est vraiment énorme. Alors, est-ce qu'il tient un peu du Brahma, même si physique, enfin, au niveau du plumage, les couleurs, tout ça, pas trop. Mais est-ce qu'au niveau des gènes, le fait d'être grand gabarit comme ça, il tient les Brahma, peut-être? Regardez, là, c'est pareil. Elle, c'est une poule, cou nu. Et c'est les mâles qui attaquent les poules, hein, franchement. Oh oui, t'as bien fait d'être là, ma bijoute. Oh oui. Donc mon petit Chéri grandit, il fait bien le coq. Donc de toute façon, le but c'est qu'il soit déjà un bon coq, hein, pour les poules, protecteur. Il a l'air quand même de tenir ses traits de caractère-là. Il attaque jamais gratuitement les autres. Mais voilà, on voit qu'il est un peu plus indépendant envers moi et tout. Là, il fait son fier. Bon. Tant qu'il m'attaque pas par derrière dans le dos, qu'il n'est pas particulièrement agressif, ça va aller. Mais je pense qu'il aura quand même un certain caractère, hein, je pense. D'ailleurs, il y a un petit coq très farouche, gris aussi. Et avec des petites nuances sur ses plumes. Il est là-bas. Et il a des pattes plumées. Le seul qui a... Enfin, il y en a qui ont 2-3 plumes aux pattes. Lui, il a vraiment les pattes, on va dire, à moitié plumées par rapport aux pattes plumées standards. Et qui est de taille plus petite. Et je me dis, il est là. Pour mes poules naines, c'est vrai que si a priori ça devient un coq moins gros que les autres, ou alors il a une croissance tardive, hein, je sais pas. Je me dis que c'est vrai que ça aurait été bien pour mes poules naines. Mes poules naines, il aurait été moins gros pour elles. Mais avoir 2 coqs, j'étais prête à le faire quand mes 2 faux coqs, comme ils ont toujours grandi ensemble, mais vraiment à 2, hein, j'étais prête à tenter le coup. Lui, c'est marrant, regardez ses couleurs. Marron avec des taches noires comme ça. Un de ceux qui pourrait devenir très gros d'ailleurs. Mais je me dis, est-ce que je tente le coup? On sait rien, de le garder ou pas. Bon, ça sera toujours lui mon favori, il n'y a pas de souci s'il faut choisir entre les deux, mais après, faire en sorte aussi que ce petit-là s'attache vraiment aux naines et puis qu'il reste aussi petit. Et voir un peu ce que ça donne, mais il est bien mignon. Alors, je sais pas, je suis encore en pleine réflexion. Ça sera... J'ai quelques jours de congé, je fais le pont le 14 juillet. Donc le week-end d'avant jusqu'au jeudi 14, donc j'ai 5 jours. C'est là où on va tuer tous les énergumènes. Et donc il va falloir que je fasse un choix. Donc ça me coûte rien d'essayer de le garder lui, puis voir ce que ça donne sans partir avec trop d'espoir et voir. Mais après, il faut faire en sorte qu'il s'attache spécifiquement aux poules naines ou semi-naines, c'est-à-dire donc bien sûr Canette et Nimbus, et aussi Nunuche et Susu. Ça va mon cœur? Regardez-moi ces petites plumes qui poussent. Il va être joli, oh là là. Mais il grandit bien aussi, hein. Parce que là, ils sont nés donc fin février, début mars. Les derniers jours de février, les premiers jours de mars. Ils ont un peu moins de 3 mois et demi. Ils n'ont pas encore fini de grandir, hein. Donc bon, on verra bien. D'ici
On va dire le 10, 11, 12 juillet, il faut que je me dessine un petit peu. Donc bon, les femelles, donc bien sûr, c'est ma chippie. Là, elle est assez petite, hein. Mais ça veut rien dire. Phoebe et Paige, c'est pareil, c'était les deux plus petites, puis finalement, elles sont devenues bien grandes, hein. Donc ma noire à camail marron, puis ma noire à camail blanc. Et bien sûr mon gros coq gris là, enfin je pense qu'il va devenir assez gros quand même. Et voilà, je pense que je peux... C'est lui le grand méchant. Bah alors, hein? Il a des pattes, je vous passe les détails, hein. Il est lourd. Dans tous les sens du terme, même le comportement. Ouais, c'est lui le grand chef qui martyrise tout le monde. Bon, ça va, s'il me craint, au moins il m'attaque pas, mais... Donc oui, je disais, j'avais dit il y a quelques semaines qu'ils allaient peut-être pas tarder à chanter. Pour l'instant, toujours rien, mais quand je les entends faire du bruit avec leur grosse voix, je me dis vraiment, ça commence à maturer de plus en plus. Voilà, la petite pépette qui rien demande à personne, elle se fait embêter par les autres, donc elle attend que la cohue du déjeuner soit passée pour venir manger tranquillement, parce que sinon c'est même pas la peine, hein. Donc voilà, peut-être que je vais garder ce petit-là au début, puis je vais voir comment ça se passe. Alors je peux faire en sorte qu'il s'intègre un peu avec les naines, etc. Si je les sors à part avec lui, et puis pour que les clans se choisissent un petit peu comme ça, mais bon, il y a quand même beaucoup plus de chances que ça se passe mal que de chances que ça se passe bien, mon truc. Mais je peux tenter le coup, hein. De toute façon, s'il y a un choix à faire, hein, je pense que ça sera forcément pour mon petit chéri. Je peux tenter le coup, hein. C'est sûr que c'est pas une fois qu'on a tué tout le monde qu'on peut revenir en arrière et faire son choix. Donc je verrai bien. Après c'est pareil, hein, faut vraiment que je voie qu'il n'a pas une croissance tardive, hein, parce que là il peut être le plus petit, puis finalement d'un seul coup, on voit que... Enfin d'un seul coup non. Et puis on voit que finalement il continue à grandir, à grandir, à grandir. Et j'avais jamais dit, là-dedans c'est du purin d'ortie. J'en avais jamais parlé. Donc là je vois que Là il y a un semi-spontané de tomates aussi. C'est pas la première fois, hein, qu'il y a un semi-spontané ici. Donc là je vois que mes pieds qui étaient tristes, ils commencent quand même à reprendre. Donc, je vais pouvoir donner donc purin d'ortie, donc bien dilué quand même, hein. Surtout au début, ça sert à rien de les griller. Il faut toujours attendre la phase de reprise parce qu'ils sont en train de refaire un peu de racines et de s'habituer un petit peu à leur environnement. C'est pas la peine de leur donner trop de substances azotées, donc pareil du purin de fiente, etc. Puisque finalement tout ce que ça va faire, c'est que ça va faire griller les racines. Ce que je conseille, attendre la phase de reprise afin de commencer à intégrer des substances azotées, parce qu'on risque de les fragiliser, de les griller encore plus et faire pire que mieux. Donc là je vais pouvoir tout doucement. Et après celle de mon père, ça fait un petit moment que je leur fais déjà des apports. Bon, là je ne l'ai pas fait depuis une semaine. Bon c'est à peu près ça, à peu près une fois par semaine. Et donc là ça y est. Quand même la phase de reprise, je m'attendais à ce que ce soit encore plus tardif. Là je suis quand même contente que le feuillage soit redevenu vert pour la plupart, sauf les cornus. Bon, on va donner des graines fermentées. D'ailleurs je vais en parler vite fait parce que j'avais une question à ce sujet. Alors j'ai déjà évoqué le sujet plusieurs fois, mais pour les nouvelles personnes qui voient ça, ça vaut toujours le coup de se répéter un petit peu, puis que tout le monde soit au courant. Et les pommiers, il faut que je fasse quelque chose parce qu'avec le poids des pommes, les branches tiennent même plus, touchent le sol là. Donc là on se dit ouais chouette, il y a plein de pommes. Mais bon, c'est pas dit qu'ils vont tous réussir à arriver à maturité. Voilà. Donc je vais pas pouvoir faire la démonstration en direct puisque je pense que c'est plutôt ce soir ou demain matin que je vais refaire mon seau de graines fermentées. Parce que là, regardez, il m'en reste quand même... Ouais, plutôt demain matin. Il me reste quand même pas mal là. Je vais sortir les miss, puis je vais en parler vite fait. Allez-y. Eh bien. Gloussette, pète le feu. Donc le lendemain matin, j'avais fait ma vidéo donc la veille au soir avec son jabot bouché. Le jabot complètement vide. Alors comme j'avais déjà préparé ma seringue, je lui ai quand même donné ma seringue d'huile. Au moins on est sûr que ce qu'elle mangera dans la journée, ça passera bien. Enfin, les premiers repas. Et donc impeccable, hein, Gloussette. Donc il va falloir savourer les dernières images de maroquine
Elle est où? Ah, puis de ma brunette là. Parce que normalement, c'est aujourd'hui en fin d'après-midi que je vais les amener à la grand-mère de mon compagnon. Donc voilà, ça va faire un petit vide. Hein. 2 poulettes en moins. Même si elles sont 12. Hein. Passer de 12 à 10, ça se voit quand même. Elles pondent bien. Bon après tant mieux. Hein. J'ai pas envie non plus de refiler des poules qui seraient pas terribles pour elles. Hein. C'est pas mon but. Et elles pondent bien en tout cas. Elles sont toujours ensemble. Toujours. Alors là, comme j'espère que c'est surtout l'introduction avec leurs poules à eux qui se passera bien. Mais bon, je pense que voilà, elles vont se serrer les coudes à deux. Elles ont toujours l'habitude d'être les dominées. Hein. Elles ont toujours été les dernières arrivées, que ce soit dans l'enclos des poussins, puis ici après dans l'enclos des poules. Donc elles ont toujours été les dernières dans la hiérarchie. Donc elles apprennent à s'effacer puis à fuir les conflits plutôt qu'essayer de faire face. Avec leur queue pointue. Ça c'est. Je pense que ça sera toujours comme ça. Hein. Ah au fait, Nunuche n'essaie pas de couver, c'est qu'elle veut à nouveau pondre à tout prix dans ce pondoir là. Alors que d'elle-même, elle avait bien voulu pondre ici. Pendant qu'il y avait la peureuse et Susu qui voulaient à tout prix couver et qui dérangeaient tout le monde dans le poulailler. Et là, c'est pour ça que même quand je fais des nettoyages, elle va à tout prix me déranger et pondre ici. Ah, coucou Piper. Donc là, j'ai bien aménagé les 2 pondoirs. Bon, elles m'ont poussé un peu les copeaux, mais j'ai bien aménagé ici. Comme ça, c'est pas trop le bouchon parce il y avait que ce côté-là, ici c'était un peu le fourbi, et il y avait que ce côté-là où elles pouvaient pondre, et des fois elles étaient à 2 poules l'une sur l'autre. Hein. Donc c'était pas terrible. Et ici mes faux œufs factices, donc ça c'est les moins réalistes là, j'ai vraiment déboîté les 2 parties. J'ai bien nettoyé la rainure, bon là ça s'est un peu ressali, mais j'ai bien nettoyé, et dedans j'ai mis du grit et des coquilles. C'est pour ça qu'on entend un bruit de maracas, pour les alourdir, pour vraiment qu'ils soient un peu plus réalistes, puis que les poules les bougent un petit peu moins facilement. Alors, on va reparler un peu des graines fermentées. Je conseille de fonctionner toujours avec 2 seaux. Quand il fait plutôt chaud comme ça l'été, je conseille de faire un roulement, sur 6 jours, 3 jours de fermentation, 3 jours d'utilisation. Donc vous pouvez aller un peu au-delà, mais si vous voulez, on va dire vraiment être dans le truc vraiment au top. Donc il faut à peu près 3 jours pour passer de graines simplement trempées à vraiment fermentées. Donc au cours des 3 jours, ça fermente de plus en plus. Mais vraiment à partir de 3 jours, à une bonne température comme ça, on peut quand même estimer que ça y est, c'est vraiment des graines fermentées. Donc comme ça, pendant les 3 jours, vous utilisez vos graines fermentées. Le 4e, 5e, 6e jour, vous avez votre autre seau avant qui a le temps de lui rentrer en phase de fermentation. Donc toujours un roulement avec 2 seaux. Alors, vous mettez de l'eau dans votre seau. Vous mettez la quantité de grains. Bon, au début, ça, vous n'allez pas trop savoir, puis après, vous allez savoir à peu près la quantité qu'il vous faut. Vous mettez vos grains. Donc, surtout, vous touillez bien. Alors, surtout quand c'est la première mise en eau, vraiment, vous touillez bien, bien, bien. Un peu dans tous les sens. Pour enlever l'air qui sera emprisonné avec vos grains. Il faut vraiment que toutes les bulles d'air remontent en surface. Bon, là, après, c'est bien des épuisettes comme ça. Vous tapotez comme ça, éventuellement bon, déjà vous nettoyez votre épuisette, puis les petites bulles d'air qui seraient éventuellement présentes s'enlèvent. Donc ça c'est important, il faut vraiment bien enlever l'air, puisque je crois que ça peut favoriser un mauvais développement de bactéries et ça peut rendre le mélange limite dangereux s'il y a de l'air emprisonné avec les grains. Et donc moi 2 fois par jour, matin et soir, je touille à la fois les graines qui sont déjà fermentées et celles qui sont en train de fermenter. Ouais non, tu m'embêtes hein. Oh, bon, je vais allumer la lumière. Nope. Donc, pour les avantages, donc là, que ce soit des graines juste trempées, pas encore fermentées, mais trempées depuis au moins 1 journée et demie, ou des graines fermentées. Bon, c'est quand même mieux quand elles sont fermentées, hein, je vous l'expliquerai après. Donc là, dans les 2 cas, trempées ou fermentées, vous avez l'avantage de l'augmentation de la taille du grain. Donc, pour le blé, on passe facilement du simple au double, voire un peu plus. Pour l'orge, on est largement sur du double. Pour l'avoine aussi. Et le maïs et les pois, on va dire qu'on est au moins moitié plus. Quasiment le double pour les pois. Le maïs, c'est peut-être un petit peu moins flagrant. Mais dans tous les cas, ça vous augmente la taille de vos grains. Donc là, c'est des graines fermentées. Là. Donc bon, après, c'est sûr, plus le trempage a été long,
plus elles sont gonflées, mais au bout d'une certaine taille, ça bouge plus trop. Donc là, j'ai essayé, pour que ce soit à peu près juste quand même, ma comparaison, j'ai essayé de prendre à peu près la taille moyenne que je trouvais dans mes graines fermentées, la taille moyenne dans mes graines sèches. Hein. Après, moi, c'est voilà, c'est pas du gros blé hein, que j'ai. Hein. C'est sûr que si vous avez des grains de blé plus gros, ils seront encore plus gros une fois gonflés, mais je veux dire, par rapport au volume initial, vous êtes moitié plus. D'ailleurs, il y a un petit grain de blé ici. Non. Vous êtes quand même au moins moitié plus, jusqu'à quasiment le double niveau augmentation des proportions. Donc forcément, pour la même quantité de grains donnés, vos poules seront un peu plus gavées. De une. De deux, les graines sont déjà humides, donc déjà c'est quand même plus agréable pour vos poules que manger que du grain sec, mais il faut aussi qu'ils mangent du grain sec. Hein. De toute façon, il faut toujours varier le plus possible, jamais donner que d'une chose ou de l'autre, tant que c'est possible. Donc ça, le premier avantage, c'est l'augmentation du volume des grains. Deuxième avantage, pour les graines, on va dire, je vais me mettre un peu à hauteur parce que là, j'ai les genoux qui souffrent un peu. Alors, pour les graines dangereuses, alors l'avoine, on est au top du top niveau danger. C'est vraiment extrêmement pointu. C'est quasiment une aiguille, quoi. Hein, et ça peut se piquer donc, dans le début. Là, franchement, je pourrais me percer le doigt. Hein, surtout avec ce côté pointu, là. Surtout dans la première partie du tube digestif des poules, donc l'œsophage et le jabot, ça pourrait se piquer dedans. L'orge, c'est quand même assez pointu aussi. Surtout ici. Puisque l'orge, c'est jamais vraiment des graines nues, il y a toujours une petite cosse autour. Et c'est cette cosse-là vraiment qui rend les grains dangereux. Donc là, je vous l'ai montré, sur des graines fermentées, ou vraiment très trempées, vous voyez, la graine est tendre. Je peux vraiment l'écraser avec mes doigts. Donc vous voyez, le danger est quand même sacrément limité. Pour l'orge, c'est pareil. Et le grain désolé pour le focus, le grain vraiment se broie très facilement. Et donc le maïs, forcément, là vous n'allez pas écraser du maïs sec à main nue comme ça. Et pour du grain trempé, fermenté, regardez. Avec mes doigts, j'arrive à tout casser. Les pois, il va se séparer directement en deux. Ah, j'ai perdu l'autre moitié. Il se sépare directement en deux. Beaucoup plus tendre. Et puis faire manger des pois... comment dire? Donc là, vous voyez, j'ai perdu l'autre moitié qui a voltigé, mais là, il s'est cassé directement en deux, mon pois. Pour faire manger du pois sec, c'est très difficile, mais trempé, fermenté, ça passe déjà beaucoup mieux. Et puis bon, le blé, que ce soit sec ou fermenté, de toute façon, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez, vraiment, les grains sont très tendres. Donc, pour les graines très dangereuses, l'avoine, là, on est au sommet du danger. Et l'orge, c'est quand même un peu risqué. Alors, surtout pour les poules naines, qui en plus ont un tube digestif encore plus étroit. Il y a encore plus de risques que ça se plante. Hop. Et donc, pour les graines pointues, un peu à risque, orge, alors surtout avoine, vaut mieux le faire tremper, fermenter pour leur donner. Alors, vraiment, l'avoine, l'orge, il y a des gens qui le donnent sec comme ça, qui n'ont pas de problème, jusqu'au jour où, peut-être. Mais l'avoine, jamais vous le donnez sec comme ça. Donc moi, c'est un mélange que j'avais eu. Donc mes parents avaient trouvé un mélange en promotion, me l'avaient ramené. Donc il y avait beaucoup d'avoine dedans. Alors quand j'ai vu ça, je dis certainement pas leur donner comme ça. Puis beaucoup d'orge. Alors il y avait aussi beaucoup de maïs. On était à pas loin de 50% de maïs. J'ai pas dit donc. Donc en fait, j'ai rajouté de l'orge et du blé pour diminuer un peu la quantité de maïs. Et donc ça faisait beaucoup d'orge dans le mélange, mais comme voilà, les graines fermentées, ça représente un tiers à peu près de ce qu'elles mangent, et qu'il n'y en a pas du tout dans la portion de grains secs, ça équilibre. Hein, parce que l'orge, on est dans les 20%. Avoine, je sais pas trop. Bon, là, après, il n'y en a pas non plus en excès, là. L'orge, on a une vingtaine de pourcents. J'en avais déjà parlé plus en détail déjà dans une vidéo, donc je vais pas le refaire, puis j'ai pas tous les chiffres en tête. Mais l'avoine, c'est pas comme le blé, il faut en mettre moins. Bon, écoute, t'as qu'à rentrer 2 secondes si tu veux. Bon, alors. Donc là, les deux avantages, que ce soit des graines juste trempées ou déjà en phase de fermentation, l'augmentation du volume des grains,
et les grains qui sont, on va dire, jugés dangereux, qui deviennent plutôt inoffensifs. Et après, un autre avantage, là, c'est uniquement pour les graines fermentées. C'est la valeur nutritive qui augmente. Tout ce qu'il y a de bon dans vos grains naturellement secs, les taux, les pourcentages augmentent. Donc le grain devient plus nutritif grâce au processus de fermentation. Et en plus, comme les graines sont plus digestes, grâce à la fermentation, au fait qu'elles soient déjà beaucoup plus tendres, beaucoup plus facilement digérées, broyées par le gésier, les nutriments sont mieux assimilés. Donc déjà, vous augmentez les nutriments naturellement présents dans les graines en elles-mêmes, et en plus, la poule peut mieux assimiler les nutriments qui y sont présents. Donc, il faut visualiser que quand une poule fait caca, donc n'importe quel animal d'ailleurs, il y a une partie des nutriments qui est gaspillée, qui part dans les crottes. Donc c'est pour ça d'ailleurs, je crois que les lapins, il y en a beaucoup qui remangent leurs crottes pour redigérer une seconde fois les nutriments qui n'ont pas été assimilés par l'organisme à la première digestion. Donc il y a toujours du gâchis. C'est-à-dire que vous allez dire, dans mon mélange, j'ai 14% de protéines. Je prends un exemple. Donc en gros, pour 100 grammes de grains, il y a 14 grammes de protéines. Non. Hein. Il y a quelques grammes qui partiront dans le caca, qui ne seront pas digérés. Donc là, uniquement les graines fermentées. Les nutriments pour portion de graines égale. Les nutriments, portion de graines égale, c'est-à-dire votre poignée de graines. Une fois cette poignée fermentée, donc elle va augmenter en volume, mais je veux dire, on part vraiment sur la même quantité de grains à la base. Naturellement, les nutriments vont se développer, vont se multiplier, s'augmenter, et en plus, ça sera mieux assimilable par l'organisme. Donc c'est double facteur favorisant pour la nutrition apportée par ces graines. Après, je conseille de ne pas les garder trop longtemps l'été, puisque vraiment avec les fortes chaleurs, la fermentation déjà intervient plus vite. Et on va dire que le mélange peut se gâter un peu plus rapidement. Alors je sais aussi que pour que des graines fermentent plus vite, vous pouvez garder un peu du jus de votre ancien seau de graines fermentées pour réensemencer un peu plus vite. Mais bon, je trouve que déjà 3 jours, c'est assez rapide, surtout quand on a 2 seaux comme ça. Et donc pas garder le mélange trop longtemps. Je dirais 8-9 jours, on atteint quand même le grand maximum, hein, faut pas trop. Hein. Et puis l'hiver, on est un peu plus sur de la graine trempée, puisque par exemple, là, c'est vraiment un bâtiment en tôle. Vous imaginez bien que ça gèle en surface l'hiver, donc les températures sont un peu trop basses. Il y a des miettes pour poussins que j'avais fait tomber, donc Susu, elle les mange. Les températures sont un peu trop basses pour assurer une vraie fermentation, donc là, on est peut-être plus sur de la graine trempée que fermentée, ou peut-être légèrement fermentée. Mais voilà, si vous voulez mettre dans la maison, vu l'odeur, ça dégage quand même une odeur, on a beau dire. Et après, dans un bâtiment chauffé, bon, tout le monde n'a pas de bâtiment chauffé. Puis il faut aussi un endroit où vous pouvez passer régulièrement et penser à les remuer, quoi. Et surtout, vous recouvrez bien vos graines d'eau, une bonne couche d'eau. Hein, vous mettez pas juste 2 cm d'eau. Déjà, en gonflant le grain, il va se retrouver en surface, de 1. Et de 2, il faut quand même, je dirais, à 10 cm d'eau, c'est le minimum. Voire plutôt une vingtaine, quoi. Donc là, ce seau-là, il n'est pas très grand, mais on va dire j'arrive à m'en sortir avec ça, mais il faut vraiment pas plus petit. Hein. C'est sûr que si vous avez des seaux plus de ce gabarit-là, c'est mieux. Donc vraiment mettre une bonne couche d'eau au-dessus. Alors, certains vont vous dire, faut laisser l'eau de robinet se reposer pour que le chlore s'évapore, etc. J'avoue que c'est ce que je me casse la tête à faire avec mes changements d'eau pour mes aquariums dans les bouteilles. Mais je dois vous avouer qu'au bout d'une semaine, je sens toujours cette odeur de chlore, et ça s'explique par le fait que, même si ça dépend des stations d'épuration, maintenant, on utilise des produits qui ne s'évaporent plus comme avant, de la chlorine ou je sais pas quoi, et ça s'évapore pas comme le chlore classique d'avant. Au bout de 48 heures, il s'évaporait effectivement. Donc moi, j'utilise de l'eau de robinet directement. Oh, quel beau caca! De l'eau de robinet directement, donc sortie du robinet. Donc peut-être le point négatif, c'est que l'eau est un peu fraîche, donc éventuellement, vous pouvez le laisser une journée le temps que ça se réchauffe, et après, vous mettez vos graines, mais bon, vous n'êtes pas obligé de vous compliquer la vie, quoi. Donc... j'utilise l'eau de robinet directement. Et puis ça marche très bien. Parce que de toute façon, c'est un peu peine perdue de vouloir que le chlore s'évapore. Et puis bon, si ça marche comme ça, pourquoi se compliquer la vie? Après, pour le récipient en question, certains ne sont pas d'accord pour utiliser des récipients plastiques. S'il y a du métal, vu que la fermentation, c'est un aspect quand même assez corrosif, vaut mieux que ce soit du métal inoxydable. Je crois qu'il y en a, ils utilisent des sortes de pots en terre cuite avec comme ceux qu'on utilise pour faire du pâté, par exemple, avec un revêtement
bien lisse là, mais le problème c'est que l'hiver, si c'est une zone où ça gèle, ça risque de fissurer. Donc ça vous de réfléchir, vous pouvez faire vos recherches de votre côté pour quel récipient utiliser. Bon, j'utilise bêtement des récipients en plastique et puis voilà, donc vous n'êtes pas obligé de vous embêter avec de l'eau sans chlore, etc. Parce qu'à part de l'eau de bouteille, puis encore, je trouve que c'est quand même gaspiller une ressource. Faut mieux que ça aille, on va dire pour les humains, pour la consommation vraiment d'eau au quotidien, plutôt que ça parte pour faire des graines fermentées de volaille, surtout si c'est pas strictement nécessaire et si l'eau de robinet directement utilisée peut suffire, quoi. Donc voilà pour les graines fermentées. Bon, non, ça suffit. Ça va encore me faire une crise, ça, je le sens. Allez, ma biche. Allez, ma petite caille. On y va. Non. Non. Allez, ma bichette. Tout le monde évacue. Donc, je voulais mettre en garde contre quelque chose. J'ai vu quelqu'un récemment dire « Ah, moi, dans mon mélange, je mets 30% de blé, 40% de maïs. » Bon, déjà, vous pouvez directement inverser et partir sur du 40% de blé, 30% de maïs. Je conseillerais de pas mettre plus de 30% de maïs dans la ration. Encore à la limite, si par exemple dans votre jardin c'est plus pratique pour vous de produire du maïs ou si vous l'avez beaucoup moins cher que le blé, je peux comprendre, mais après pas dire que c'est ce qu'il y a de mieux non plus. À la limite l'hiver ça peut passer puisque les poules ont quand même besoin de pas mal de glucides pour compenser le froid de l'hiver, pour les pertes d'énergie, etc. Mais l'été certainement pas. Vous voulez pas des poules grasses qui supporteront encore moins la chaleur. Et en plus, leur métabolisme donc en a moins besoin l'été que l'hiver. Des glucides, tout ça. Parce que les gens disent, le maïs c'est riche. Oui, c'est riche en glucides. Faut pas confondre glucides et protéines, ça n'a strictement rien à voir. Et en plus, c'est ce qui est de moins riche en protéines dans la plupart des céréales. Sont plus autour de 10%, ou pour le blé, du bon blé peut passer, vraiment du bon blé, peut aller jusqu'à 12% de protéines. Et les meilleurs, forcément, c'est les pois. Mais les pois, faut pas en mettre trop non plus, et plutôt des pois à fleurs blanches. Donc ça, j'en ai déjà parlé aussi. Mais du maïs, on a entre 8 et 9% de protéines, c'est parmi les céréales qui en contiennent le moins. Donc ça fait même chuter le taux de protéines de votre mélange, d'en mettre trop. Donc pour moi, 40% c'est trop. Ce serait plutôt 30% maximum, si vous n'êtes pas dans un but de gavage de vos volailles. Surtout si c'est des poules pour les œufs. Il n'y a aucun intérêt à avoir des poules grasses. En plus, le gras s'accumule autour de la sortie de la cavité, autour du trou de sortie. Non, c'était bien gentil, autour du trou de sortie. Et du coup, ça fait une compression. Et plus la poule est grasse, moins elle arrive à bien évacuer ses œufs. Il peut y avoir des œufs qui se retrouvent coincés. Et les poules peuvent très rapidement mourir parce qu'il y a un œuf qui reste coincé et qui n'arrive pas à être évacué. Donc une poule trop grasse, il n'y a aucun avantage à ça. Si vous voulez avoir des poules qui pondent bien, et carrément si vous voulez garder le plus longtemps possible des poules qui font de vieux os, aucun intérêt d'avoir des poules trop grasses. Donc pour moi, 40% de maïs, ça se rapproche trop, vraiment très dangereusement du 50%, c'est trop. Donc vous dépassez pas 30%. L'hiver, à la limite, ça peut être toléré. Je veux dire, si vous le faites parce que c'est plus facile pour vous de vous approvisionner en maïs, je comprends. Mais si c'est vraiment une volonté de votre part parce que vous pensez bien faire de mettre 40% de maïs, donc autant dire quasiment moitié maïs, moitié le reste, non. L'hiver, ça peut passer. C'est comme les graines de tournesol. Vous en donnez plus l'hiver. Donc il y a beaucoup de protéines dedans, mais il y a beaucoup de gras aussi. Donc l'hiver, c'est plus utile pour les poules. Donc plus de glucides, plus de gras pour l'hiver. Mais l'été, pas trop. De toute façon, une poule, dès qu'elle a trop chaud l'été, donc elle écarte ses ailes, elle en trouve son bec, etc. Vous voyez qu'il y a une poule comme ça qui est en détresse. C'était mon cas pour celle qui perd ses plumes au niveau du cul et du cou quand on l'a eu. Donc je rappelle, mes deux grosses Sussex, c'est des poules qu'on a sauvées. Donc pas Susu, qui elle est croisée Sussex et gauloise blanche. Donc on les avait sauvées, elles ont vécu dans des cages dehors pendant des mois, à peine plus grandes qu'elles. Et elles ne pouvaient pas dépenser leur énergie. Et comme elle était sur un lieu de passage un peu plus fréquenté, que mon père, c'est dans le marais où il allait couper du bois. Donc le propriétaire d'à côté avait ces poules-là. Et c'était celle-ci qu'il voyait. L'autre, il ne la voyait pas parce qu'elle était à la hutte vers la chasse. Donc c'était pour appâter le renard et tuer des renards apparemment. Bon, bref. Donc mon père la voyait plus souvent, elle. Donc quand il voyait qu'elle avait pu à manger, il en redonnait, etc. Donc l'autre, je pense qu'elle était un peu moins nourrie. Donc c'était celle-ci la plus grasse. Et impossible pour elle de dépenser son énergie. Du coup, elle était sacrément grasse. Et donc on l'avait eu, je crois, vers le mois de juillet l'année dernière. Elle a tout de suite eu trop chaud. Il y a eu des chaleurs à ce moment-là. Enfin, le peu de chaleur qu'on a eu l'été dernier. Elle était tout de suite en détresse. Donc dans ces cas-là, vous pouvez humidifier le dessous des ailes. Donc les poules et l'eau, ça fait deux. Faut pas qu'ils se retrouvent mouillés.
Mais par contre, quand une poule vraiment est en détresse, a trop chaud comme ça, vous pouvez mouiller le dessous des ailes, essayer de la rafraîchir comme ça. Et donc, là, elle a dégraissé. Elle supporte bien la chaleur, il n'y a pas de souci maintenant. Donc je vois, c'est mes deux jeunes, alors plus la rousse que la noire, qui supportent pas trop la chaleur, je vois. Mais bon, ils mangent pareil que les autres, donc après, est-ce qu'ils font le tri, est-ce qu'ils se jettent plus sur le maïs que les copines, je sais pas. Mais bon. Sinon, en tout cas, j'ai plus de problème pour ma Sussex que j'appelle la grosse, parce que c'est effectivement la plus grosse des deux quand on l'avait eue. Elle a plus de soucis là. Je l'ai fait dégraisser, hein, et puis elle a pu dépenser son énergie, en plus d'une alimentation certainement un peu plus équilibrée chez moi. Donc du coup, coucou ma bijoute. Du coup, elle supporte quand même mieux les chaleurs. Je la vois rarement, même pas du tout en détresse. Bon, puis en plus, comme là, elle perd ses plumes, je sais toujours pas pourquoi, mais bon, elle perd ses plumes au niveau du cou et du cul. Je pense que ça l'aère encore plus. Mais voilà, aucun intérêt d'avoir une poule grasse. Donc si c'est vraiment une volonté de votre part, en pensant bien faire, de mettre 40% de maïs, moi directement, je vous dis que c'est trop. Déjà dans le mélange, c'est déjà mieux que ce soit le blé qui soit majoritaire, plutôt que le maïs, hein, tant qu'à faire. Là, je suis en train de monter la vidéo et je me suis dit qu'il fallait que je fasse un rajout que j'ai oublié de dire. Concernant tout ce que tout le monde raconte, oh, bah, c'est bien quand on donne plein de maïs aux poules, les jaunes d'œufs sont bien oranges et tout. Oui, on est bien d'accord. C'est dû à des colorants naturels présents dans le maïs, qui sont aussi présents dans certaines herbes qu'elles peuvent manger. Et ça, on s'en fiche. Ça n'a aucun impact sur la valeur nutritionnelle. Au contraire, une poule mangeant beaucoup de maïs va produire des œufs dont le jaune contient plus de cholestérol, sous-entendu de mauvais cholestérol, hein, là en l'occurrence. Donc d'ailleurs, tout ce qu'on dit sur les araucanas et la plupart des poules qui pondent des œufs bleus et qui contiendraient moins de cholestérol, j'ai vu une étude où ça serait pas tout à fait vrai, parce qu'ils ont analysé les œufs de différentes races de poules. Ils n'ont pas trouvé vraiment de correspondance. Par contre, ils ont trouvé une correspondance directe avec la nourriture. Et les poules ayant une ration supérieure en maïs, donc produisaient des œufs dont le jaune avait plus de pourcentage de mauvais cholestérol. Donc du coup, ça a aussi un impact pour vous quand vous mangez les œufs. Donc, pas trop de maïs, également pour cette raison. Parce que je vois, là en montant la vidéo, j'ai fait d'autres recherches, je vois plein de gens qui mettent beaucoup plus, qui conseillent d'ailleurs de mettre beaucoup plus de maïs que de blé, car le maïs est très facilement digéré, apparemment par les poules. Et ça change pas ce que je viens de vous dire. C'est que pour le... Puis bon, j'avais cherché donc vraiment sur des sites vraiment plus agricoles, hein, et vraiment des études plus soutenues, que maïs et blé, on peut incorporer maximum à 70% dans les rations. Donc quand on fait ça avec le maïs, c'est vraiment plus dans un but de gavage. Donc c'est bien pour dire que le blé aussi est considéré vraiment pareil, on va dire vraiment par les pros, dans l'alimentation des volailles, mais que à choisir par rapport aux impacts du maïs. Moi, je conseille de ne pas passer 30% ou à la limite 40% l'hiver, si vraiment vous voulez, parce que les poules ont besoin d'un peu plus de glucides pour lutter contre l'hiver, ça j'ai déjà dit. Mais enfin, quand le froid de l'hiver, bien sûr. Mais donc, voilà. Franchement, le blé, globalement, tenez-le majoritaire par rapport au maïs dans la ration. Donc, bien sûr, l'avoine, je trouve plutôt du 10%. Pour les bêtes en pleine croissance, ça serait même un peu moins. Donc moi, pour mes poulets de chair, les graines fermentées, ça représente beaucoup moins que les poules. Je leur en donne 2 fois moins, puis ils sont 3 fois plus nombreux, donc voilà. Et l'orge, pareil. Hein, dans leur grain sec, il n'y en a pas non plus. Donc l'avoine diminue la croissance. Et à un taux excessif, rachitisme, etc. Donc ça a vraiment des gros impacts. Mais voilà, comme je vous dis, là, l'orge, il n'y en a que dans mes graines fermentées. Et pour les petits, ils sont 3 fois moins nombreux que les poules et je leur en donne 2 fois moins. Donc il n'y a pas d'excès pour eux. Donc voilà, quand je dis vraiment, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, 20%, j'arrive plus à retrouver le tableau. C'est vraiment l'incorporation maximale de l'orge. Mais dès que vous constatez des diarrhées, vous diminuez. Donc voilou, c'était vraiment les points importants que je voulais vous dire. Je voulais pas faire une vidéo trop longue, mais je crois que c'est raté. Donc voilà, je ferai une vidéo à part pour les cailles, petites cailles. Alors le taux d'humidité est à 70-71%. Pourtant je fais comme d'habitude, mais je sais pas. Est-ce qu'on a un excès d'humidité un peu dans la chambre aussi? J'en ai aucune idée, donc j'étais toujours vers entre 43 et 46%. Donc avec mon petit verre à liqueur avant de mettre les œufs à plat. Puis là je suis vers les 71. Donc passer d'humidité, la poche d'air se développe pas assez, puis le petit, quand il naît, il n'arrive pas à pouvoir prendre des bonnes premières respirations avant de percer vraiment sa coquille. Hein, il perce d'abord la membrane dans la poche d'air et après la coquille.
Mais trop d'humidité, le poussin peut... Enfin, le poussin, là, c'est pas un poussin, c'est les caïtos. Ils peuvent carrément être comme étouffés par un excès d'eau dans l'œuf. Parce que l'humidité passe aussi à travers les pores de la coquille. Donc bon, j'espère que ça va aller. Là, donc ça faisait 14 jours vendredi soir. Là, on est dimanche matin. Donc du coup, on est sur du 15 jours et demi. Donc c'est 16e, 17e jour. Donc il n'y a pas lieu de s'alarmer pour l'instant. Ça serait plutôt ce soir jusqu'à demain soir où je devrais voir la plupart des éclosions si tout se passe correctement. Donc je ferai une vidéo à part. Si vraiment c'est une catastrophe, etc., j'intégrerai cette vidéo-là à la prochaine vidéo. Mais vous faites un bisou? Mais bon, a priori, il n'y a pas de raison pour que ce soit une catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes vraiment bizarre des fois. Donc voilà, donc je ferai une vidéo à part pour les petits caïtos. Là, il n'y a strictement rien à voir pour l'instant. Ouais, je vais faire 2 derniers zooms sur les 2 poules qu'on ne va plus voir avant de vous quitter. Ah, ma brunette. Donc vie à toi, ma petite puce. Avec ta sœur, ta demi-sœur. C'est des demi-sœurs, puisque l'œuf, les œufs duquel ils sont sortis, c'était pas le même. Petite, ma brunette, donc dès la naissance, elle était plus petite que sa sœur, mais elle était issue d'un œuf plus gros. Donc voilà, je sais déjà que c'est pas la même poule qui a pondu les œufs, pas la même mère, mais je pense que c'est le même père. Ah, ma canette. Donc c'est pas Canette qui va partir, bien sûr. Petit focus sur ma rouquine, et puis bon, après je vais vous laisser. Vous allez nous manquer, Bah allez, à plus.